Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition du 24 décembre 2019. Peut-être l'espoir de paix dans le sud Kivu. 32 groupes armés sont d'accord pour un cessez-le-feu après une rencontre avec des officiels congolais. Au Cameroun, elles ne sont que de jeunes adolescentes et pourtant, elles sont déjà mariées. Plus d'un tiers des filles se retrouvent dans cette situation. Pour leurs parents, la faute est à Boko Haram. Explication dans un instant. Dans ce journal, nous reviendrons sur les réactions qui continuent de tomber après la condamnation à mort de 5 personnes en Arabie Saoudite en rapport avec le meurtre de Jamal Khashoggi. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, Noël se célébrera dans la paix au sud Kivu. Du moins, si l'on s'en tient à cet engagement pris par 32 groupes armés locaux actifs dans l'est du pays, qui entendent donc observer un cessez-le-feu dans la région du sud Kivu. Engagement pris à l'issue d'une rencontre avec des officiels congolais. Rencontre tenue du 18 au 20 décembre à Mureza, près de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Cette rencontre a été organisée par un consortium d'ONG locales appuyé par l'organisation américaine Search for Common Ground, qui œuvre pour une solution au conflit dans différentes parties du monde. Une centaine de personnes y ont pris part. Une proposition a par ailleurs été faite en faveur du lancement des opérations conjointes entre groupes armés locaux et l'armée régulière pour traquer les troupes armées étrangers présents sur le territoire national. Je vous propose d'écouter le major Louis-Claude Chimouan, porte-parole de la 33e région militaire des forces armées de la RDC, au micro d'Edi Sango. Ils ont accepté, nous avons terminé la réunion ce samedi ici. Ils ont accepté, ils ont fait un programme. Un peu plus de détails? Quels détails vous voulez avoir? Combien était-il et en fait, quelles sont les limites de ces cessez-le-feu? C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Ils étaient plus ou moins, disons, il y a 32 groupes armés qui ont accepté, mais il y a simplement 4 comme ça qui ne se sont pas présentés. Entre autres, Yakutumba et Lengumino. Ce sont ceux-là qui ne s'étaient pas présentés. Mais on leur a donné du temps pour qu'ils puissent se présenter. Et il y a tout un programme. C'est-à-dire que on a fait toutes ces sessions d'hostilité à partir du 23, depuis le lundi, et on n'a dit pas d'hostilité. Et puis jusqu'à un certain moment, jusqu'en janvier, alors ils vont commencer à se remettre. Ils ont donné certaines conditions. Et ils acceptent de combattre aux côtés des FRDC contre les groupes armés étrangers, c'est cela? Voilà, David, nous avions demandé à ce qu'ils se désolidarisent complètement contre les groupes armés là, étrangers. Ils ont accepté. Et bon, on attend pour voir. Mais le cessez-le-feu est supposé commencer le 23, mais on apprend qu'hier lundi, il y a encore eu des affrontements. Les affrontements qui se sont faits, c'est contre effectivement les groupes étrangers, CNRD. Et en même temps, on a rapatrié un certain nombre d'entre eux. Oui, c'est-à-dire nous avions rapatrié de samedi là, le samedi, c'était plus ou moins 2247 et 2252 plutôt. Colonel, femmes, donc. Et pour parler de ce cessez-le-feu dans le sud de Kivu, nous accueillons justement sur ce plateau Edi Sango du service Lingala, ici à VO Afrique. Edi Sango, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Alors, on suivait le général, le porte-parole, autant pour moi, tout à l'heure, qui parle de ce cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur le 23, c'est-à-dire hier. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas respecté ou est-ce qu'il est vraiment respecté? C'est parce qu'il y a eu quelques affrontements déjà et pour dire vrai, il y a des groupes armés qui ne sont pas partie de cette entente, qui ne sont pas partie de ce cessez-le-feu. Vous savez, dans la région, il y a
plus ou moins 130 groupes armés, rien que dans cette partie-là. Donc, si on parle des 32 ou 35 groupes armés qui ont signé le cessez-le-feu, donc tout ce qui reste là, ça ne les engage pratiquement pas. Et pourquoi les autres n'ont pas? Est-ce que les autres d'ailleurs ont été appelés à discuter? Pourquoi ils ne sont pas signataires de cet engagement, on va dire? Voilà, les majors l'ont dit en partie, si vous avez suivi les porte-paroles. Il y a des groupes armés qui sont accusés par les autres d'être plus proches des groupes armés étrangers. Il y a par exemple les Nyatura qui justement ont fait la guerre, ont fait des affrontements hier avec l'armée parce qu'ils sont accusés d'être en complicité avec les CNRD qui est une branche des FDLR qui sont les rebelles rwandais que le Congo essaie de se débarrasser. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, du moins vu d'ici, c'est qu'il y a une collaboration entre l'armée et les groupes rebelles. L'armée est censée les combattre. Oui, la situation est un peu complexe dans tout ça. Je vais prendre justement ce que les évêques de l'archevêché de Beni Butembo, qui est dans une province qui est plus au nord, le Nord Kivu, ont déclaré à la fin de la semaine. Ils ont dévoilé des complicités entre l'armée et des groupes armés. Et ces groupes armés, bien que par moment ils sont avec l'armée, s'attaquent aussi à la population. Donc c'est un peu ça. Il y a des groupes armés qui essaient d'appuyer l'armée, mais en même temps, ils se battent aussi avec eux. C'est très complexe la situation. Eddy Sango, nous continuerons de suivre cette actualité qui peut évoluer à tout moment. Merci d'être venu. Merci à toi. Au Soudan du Sud, voilà un an qu'une contestation pacifique avait commencé contre des mesures d'austérité. Ce mouvement allait conduire au départ du président Omar Béchir et à la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union avec la participation de l'armée. Mais si la révolution soudanaise a triomphé, les familles des victimes attendent encore que justice soit faite en leur faveur. Gaby Dorsil nous en dit plus. L'homme qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant près de 3 décennies est maintenant derrière les barreaux. Omar el-Béchir a été renversé par l'armée le 11 avril, mais la rue a persisté dans ses revendications, contraignant les militaires à des concessions majeures. Mais nombreuses sont les familles qui ont encore soif de justice. Pour Sama, dont le frère Tariq, 22 ans, a été tué lors des premières manifestations à Adbara, 350 km au nord-est de Khartoum, les coupables sont connus. Pourtant, justice n'a pas été faite. Liberté, paix, justice, nous n'avons rien vu, car il n'y a pas eu de justice pour le meurtre de Tariq. La liberté acquise est partielle depuis la chute de Béchir, mais nous avançons dans la bonne direction. C'est ici, sur les rives du Nil, que les Soudanais ont tenu en décembre 2018 leur premier rassemblement contre le régime. L'image de jeunes comme Tariq, tombés sous les balles des soldats et miliciens de Béchir, reste vivante. Il était mort quand ils nous l'ont amené, mais au début je doutais. Je me suis mise à l'appeler en m'agenouillant près de lui, attendant une réponse. Mais non, il n'a pas répondu. J'ai réalisé qu'il était mort et j'ai commencé à prier. J'ai accepté la décision de Dieu. Selon les médecins qui ont rejoint le mouvement de protestation, plus de 250 personnes ont subi le même sort que Tariq. Amnesty International a offert un bilan de 177 morts, demandant aux dirigeants soudanais actuels d'identifier et juger les coupables. Cependant, la loi accorde l'immunité aux membres des forces armées, de la police et des services de renseignement. Plus d'un tiers des filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans. Le taux le plus élevé se situe le long de la frontière avec le Nigeria où 60% des filles mineures sont mariées de force. Certains parents justifient ces mariages précoces en disant qu'ils le font pour protéger leurs filles du groupe islamiste Boko Haram. Une explication très mal perçue par les autorités qui condamnent les unions forcées des enfants. Anne Zouanke a rencontré des familles à Krawamafa. Le récit est de Nathalie Barge. Lors d'un raid de Boko Haram sur la ville frontalière de Krawamafa, il y a 4 ans, les militants nigérians ont enlevé Julie alors qu'elle n'avait que 13 ans.
Aujourd'hui âgée de 17 ans, elle se souvient lorsque le groupe islamiste l'a forcée à épouser l'un des membres. Il me dit qu'on part au brousse. Je dis que non, je suis un petit enfant, je n'ai pas fait comme brousse. Il dit que tu vas devenir notre femme. Je dis non. Pardon, laissez-moi, je vais rester avec ma maman. Vous tuez mon papa, encore vous me prenez pour aller au brousse là. Laissez-moi, je vais rester avec ma grand-mère. Julie a ainsi été enlevée par les islamistes. Elle a pu s'échapper à la faveur d'un affrontement avec l'armée camerounaise et elle est retournée dans son village. Mais sa famille avance que les attaques fréquentes des militants ont fait craindre que le groupe vienne la reprendre. L'oncle de Julie l'a alors mariée de force à un homme de 40 ans, vivant à 120 km pour être sa troisième épouse. J'avais beaucoup de difficultés. J'avais beaucoup de fermes avant qu'ils prennent nos terres. J'avais des chèvres. Ils sont venus et ont tout pris et détruit les maisons. Maintenant, je n'ai rien. Je voulais que ma nièce soit en sécurité. L'UNICEF indique que si plus d'un tiers des filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans, le taux grimpe à 60% le long de la frontière avec le Nigeria. Il y a 2 ans, une voisine a permis de sauver Julie en témoignant de son mariage forcé à l'Association pour la promotion de l'autonomie et des droits des filles et des femmes. Aujourd'hui, dans un refuge pour enfants victimes de mariage, Julie prend des cours pour la première fois de sa vie. Elle espère trouver un emploi et choisir son propre mari lorsqu'elle sera prête. L'ex-président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a dénoncé ce mardi sur Twitter la brutalité inacceptable des forces de l'ordre à l'encontre de ses partisans. À l'encontre de ses partisans, donc 15 membres de son parti, Génération et Peuple Solidaire, ont en effet été arrêtés. Guillaume Soro a dû renoncer lundi à son retour à Abidjan après l'émission d'un mandat d'arrêt le visant absent du pays depuis environ 6 mois. Il comptait y retourner pour lancer sa campagne électorale pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Son avion privé a dans un premier temps atterri au Ghana, mais les autorités lui ont interdit de débarquer. Il a donc dû redécoller pour retourner en Europe. L'Arabie saoudite a condamné lundi 5 personnes, autant pour moi, à mort et 3 autres à des peines de prison totalisant 24 ans pour le meurtre en octobre 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. Comme le rapporte Artita Duneraliri de VOA, le procès qui s'est déroulé dans le plus grand secret et les condamnations qui ont exonéré des agents saoudiens de haut niveau ont peu fait pour répondre aux appels de la justice. Suivons plutôt. Le procureur adjoint saoudien a annoncé lundi la conclusion du procès des 11 suspects accusés du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il a déclaré que le meurtre n'était pas prémédité et s'était produit sous l'impulsion du moment. Les groupes de défense des médias internationaux ont condamné la procédure qu'ils qualifient de procès simulé. Cela ne satisfait pas du tout la justice que nous voulons voir se produire pour Khashoggi et notre demande ne peut pas seulement s'en tenir aux responsables du massacre, mais d'aller jusqu'au plus haut niveau du gouvernement saoudien. Un petit nombre de diplomates, y compris de Turquie, ainsi que des membres de la famille de Khashoggi, ont été autorisés à assister aux 9 audiences du tribunal de Riyad, bien que les médias indépendants aient été interdits. L'un des accusés était un ancien proche de la cour royale saoudienne, Saoud al-Khatami. On pensait qu'il était le cerveau du meurtre de Khashoggi. Finalement, il a été acquitté de toutes les charges. Oui, une enquête a été menée par le parquet général. Une accusation a été portée contre lui et le tribunal a ordonné sa libération faute de preuves pour le condamner dans cette affaire. Dans un tweet lundi, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Calamar, a blâmé à la fois la répression politique, la corruption, l'abus de pouvoir en Arabie saoudite, ainsi que la complicité internationale pour ce qu'elle a appelé l'impunité pour le meurtre d'un journaliste. Les restes de Khashoggi n'ont jamais été retrouvés. Les États-Unis ont imposé des sanctions à 17 Saoudiens soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre.
Le président américain Donald Trump a condamné le meurtre, mais a soutenu le prince. Il a aussi défendu ses propres liens avec l'Arabie saoudite. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. La fin du CFA en Afrique de l'Ouest, un petit pas ou une révolution. L'annonce de l'avènement de l'écho laisse ouvertes de nombreuses questions quant à sa portée symbolique ou réelle pour les économies et pour l'homme de la rue. Nous en parlons dans notre segment économique. Qui dit fête de Noël dit aussi sapin de Noël. Nous verrons qu'ici aux États-Unis, ce marché est en effervescence. Nous irons également à Los Angeles où les vedettes de la télévision ont lancé une initiative pour égayer la Noël des sans-abri. Enfin en sport, la CAN 2021 au Cameroun pourrait finalement ne pas se tenir en juin-juillet comme initialement prévu. Et cette information qui a failli nous échapper, sécurité au Burkina Faso. On parle au détachement militaire d'Arbinda dans le nord du pays qui a été pris d'assaut ce 24 décembre par des hommes armés qui ont par ailleurs pris la population pour cible. La riposte des gendarmes et des militaires bénéficiant d'un appui aérien a permis de neutraliser 80 assaillants et de récupérer du matériel, précise le communiqué des forces armées nationales. Une cinquantaine de motos ont été détruites du côté des forces armées. 7 soldats ont été tués et l'on dénombre une vingtaine de blessés selon l'état-major. Plusieurs civils auraient ou ont perdu leur vie dans l'attaque. Maintenant, parlons d'économie et c'est avec Eric Manirakiza. Eric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John. Alors ce soir... oui, joyeux Noël, c'est déjà Noël certainement quelque part dans le monde. Ce soir, Eric, nous parlons exclusivement de cette réforme majeure donc du franc CFA. L'annonce est tombée samedi à Abidjan en marge de la visite du président français Emmanuel Macron. Une décision historique, John. C'est la nouvelle monnaie s'appellera désormais l'écho, tel que convenu entre les 15 pays qui forment la CEDEAO, dont 8 utilisent le franc CFA. L'annonce jette donc un pavé dans la mare durant un moment bien choisi, comme vous le suivez. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'écho. J'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UEMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. J'entends ce que dit la jeunesse africaine, j'entends ce que disent les milieux d'affaires économiques africains, j'entends ce que disent aussi nos diasporas qui nous demandent de bouger sur ce sujet. Il était l'héritage, en effet, d'un système historique et il était perçu comme les vestiges d'une France-Afrique. Il faut prendre en compte aussi des éléments de perception en ces matières. Voilà, cette réforme comprend aussi la fin du dépôt de la moitié des réserves des pays africains concernés auprès du Trésor français, ainsi que le retrait de la France des instances de gouvernance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, où elle était présente. Suivaient quelques réactions
des économistes. Aujourd'hui, nous avons la crise migratoire. Cette crise migratoire qui impacte les économies des pays développés, des pays européens notamment, vient du fait aussi des niveaux de pauvreté dans les pays en voie de développement, dont les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si la monnaie communautaire, la monnaie unique, devrait permettre à ces pays de connaître plus de croissance, plus de développement et réduire drastiquement les taux de pauvreté, on ne pourrait avoir moins de candidats à l'immigration. Le fait que les Français n'assistent pas au comité de politique monétaire, c'est important. Parce que quand ils assistent au comité de politique monétaire, ils définissaient la politique monétaire avec nous, et s'ils n'étaient pas d'accord, ils avaient un droit de veto. Droit de veto au sens où les décisions étaient prises de manière consensuelle. Donc s'il y a un membre qui n'est pas d'accord, c'est bloqué. Donc le fait qu'ils s'y retirent, c'est vraiment historique, et ce n'est pas du tout, c'est aux Français africains de prendre leurs responsabilités maintenant. Non, avoir sa monnaie ne traduit pas nécessairement qu'on est indépendant. La monnaie, c'est un instrument. Donc ça dépend de celui qui l'utilise. Si nous avons notre monnaie, on peut faire en sorte que ce soit un moyen d'indépendance. Mais si nous la gérons mal, ça peut être aussi un élément de servitude. Hein? Donc tout dépend de nous-mêmes. Mais avoir une monnaie en soi, ça ne veut pas dire qu'on a la souveraineté monétaire. Le Front des colonies françaises d'Afrique, créé en 1945, se mua donc en Front de la communauté française d'Afrique en 1960 pour devenir le Front de la coopération financière en Afrique depuis le 10 janvier 1994. Il comprend jusque-là 2 zones monétaires de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays, et de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui regroupe 6 pays. Pour l'instant, le CFA-CEMAC n'est pas concerné par la réforme. Cette zone réfléchit déjà à une alternative. Suivez. Pour ce qui est du franc CFA, il est vrai que les pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté l'éco qui devrait être mis en place l'année prochaine. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y avait des discussions pour ce qui est de l'Afrique centrale déjà lors du dernier sommet de Yaoundé. Suite à ces discussions, des commissions techniques ont été mises en place. À la fin des années 50, quand Charles de Gaulle propose le CFA à la communauté française des États africains, qui deviendront par la suite indépendants, François Mauriac rappelle dans son bloc-notes que l'indépendance est un leurre pour les pays faibles face aux grandes puissances du moment, un mythe redoutable et mortel aux peuples faibles, dans un monde en train de se construire aujourd'hui. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le CFA. Et voilà qui est dit, Eric. Merci d'être venu. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et on se retrouve mardi prochain. Après Thanksgiving, de nombreux Américains commencent à se préparer pour les fêtes de fin d'année. La première étape consiste en général à trouver un sapin de Noël parmi les 95 millions de foyers américains qui prévoient d'acheter un sapin. Les arbres artificiels gagnent beaucoup en popularité. Mais pour la plupart des familles, ce n'est pas vraiment la période de Noël si leur maison ne sent pas comme une forêt de pins. Yana Nigbalt s'est rendue à Middlebury, dans le Vermont. Dilidico raconte. Lorsque Noël arrive, les Américains commencent à décorer leur maison avec des ornements et bien sûr des sapins de Noël. Même si de plus en plus de gens choisissent d'acheter des sapins artificiels pour des raisons pratiques et à moindre coût, la plupart des Américains se rendent toujours dans des fermes à sapins pour choisir leur arbre. Mes frères et sœurs et moi-même sommes tous des adultes. Nous avons tous déménagé et nous avons d'autres emplois. Mais nous aimons revenir dans la maison familiale pour Noël et filer un coup de main à nos parents. Pour les Warner, Thanksgiving n'est pas un jour férié. Chez eux, c'est le début officiel de la saison de Noël, la période la plus achalandée de l'année. Nous ouvrons au public le vendredi après Thanksgiving et nous fermons à 15 h la veille de Noël. Les 2 premières semaines après Thanksgiving sont les périodes les plus chargées de l'année. Toutes les 5 minutes, une voiture se gare devant la ferme. Les visiteurs de la ferme peuvent soit acheter un arbre déjà coupé, soit couper leur sapin avec une scie. Amanda a un conseil pour les clients de la ferme. Les sapins ont toujours l'air beaucoup plus grands à l'intérieur de votre maison qu'à l'extérieur. Cette année, j'ai choisi ce petit arbre. Lorsque je l'ai emmené à la maison, j'ai vu qu'il était trop grand. Du coup, si j'ai du mal à jauger la taille d'un sapin, j'imagine que ça doit être pareil pour les autres. Les arbres les plus beaux et les mieux taillés sont rapidement vendus et ceux qui n'ont pas été achetés sont transformés en couronnes ou en décoration.
Et on reste ici aux États-Unis. Les vedettes de la télévision et les autorités du comté de Los Angeles ont lancé une initiative pour égayer la Noël des nombreux sans-abri de la ville. C'est un reportage de Mike O'Sullivan. Le récit est de Timothée de Nangmai. Ils sont près de 59 000 sans domicile fixe à avoir dressé leurs tentes et abris de fortune le long des rues du secteur dit Skid Row de Los Angeles. Pour ces démunis et les autres habitants du quartier, un repas chaud servi par des célébrités de Hollywood et des leaders locaux constitue un cadeau bien apprécié en cette période de froid hivernal. C'est difficile, vous savez, vivre dans la rue, sous une tente, sans jamais savoir où utiliser les toilettes. La célébration annuelle de Noël est une tradition bien établie à Skid Row, quartier abritant de nombreux SDF de Los Angeles, mais aussi des familles pauvres. L'aide est disponible, mais pas suffisante. Il faudra commencer par fournir des logements, non par centaines, mais par milliers. Le nombre de SDF du comté de Los Angeles s'est accru de 12% au cours de l'année écoulée. Tout le monde essaie, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'abris, pas assez de logements à coût modéré. La petite fête de Noël du Los Angeles Mission apporte quelques heures d'un répit bien apprécié par les SDF, sachant que le rude froid hivernal sévit dehors. Voilà, et Noël se prépare et bonne fête à vous. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint sur ce plateau, c'est pour parler de sport. On commence par le Cameroun. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Il est impossible d'organiser la CAN 2021 en été, selon Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, a indiqué qu'il n'est pas possible d'organiser la prochaine CAN au Cameroun dans la période fixée initialement du 11 juin au 9 juillet. À mon avis, il n'est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en juin-juillet. C'est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date, a affirmé Ahmad Ahmad. En plus des conditions météorologiques, la CAF est impactée par la décision de la FIFA qui a déjà programmé la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs en été. Au niveau calendaire, il ne reste donc plus que janvier et février, car il y aura les dates FIFA pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Voilà, c'est le seul sujet à l'ordre du jour aujourd'hui au sport. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Décontractées, elles se rendent à leurs entraînements quotidiens au Centre technique national à Niamey. Ces joueuses de l'équipe nationale nigérienne ont une histoire commune, celle de proches qui comprennent difficilement que des jeunes filles musulmanes puissent devenir footballeuses. Je suis amoureuse du jeu depuis que je suis toute petite. J'ai joué avec les garçons de notre quartier. Aujourd'hui, je joue à l'AS Police Club à Niamey et je viens d'être appelée en équipe nationale. Nous sommes unis ici. Quand j'ai commencé à jouer, les gens se moquaient de moi, me traitaient de garçon manqué, puis ils ont remarqué que j'allais à l'étranger pour jouer et ils m'ont demandé comment se fait-il que je voyage beaucoup. Je leur ai dit que c'était grâce au football. Les jeunes filles l'assurent, la pratique du football n'est pas incompatible avec leur religion. On peut être musulman et jouer. C'est juste des changements du temps et autres. Et c'est avec ce reportage qu'on dit au revoir à Yacouba Ouedraogo qui prend ses vacances. Et nous, on se dit à demain. Bonne fête à vous qui nous regardez. Demain est un autre jour. Bonsoir.